Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Aujourd'hui, je suis en Allemagne pour essayer une voiture qui n'est pas encore disponible en France. Pourquoi? Eh bien, il semblerait tout simplement que le groupe chinois Great Wall ne considère pas le pays du fromage comme un marché prioritaire pour exporter sa marque dédiée à l'électrique. Cependant, et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, on peut déjà retrouver cette voiture sur les routes d'Allemagne et d'Angleterre. Ah oui, et au fait, le modèle que l'on essaye aujourd'hui, c'est la Ora Funky Cat. Et bien sûr, nous remercions la concession allemande Autohaus Fraskoya à Kapellrodek de nous avoir mis à disposition cette Ora Funky Cat pour réaliser un essai. Il y a déjà tant de choses à dire sur l'extérieur de cette voiture. Alors pour commencer, elle est considérée comme une compacte, même si elle a un look de citadine. C'est donc une rivale de la Volkswagen ID3 et de la MG4. Et en termes de dimension, ces trois véhicules se retrouvent vraiment dans un mouchoir de poche, la Ora Funky Cat étant la plus petite en termes de longueur, mais la plus haute en termes de hauteur. Alors, qui dit marque chinoise et jeune, dit forcément qu'elle va devoir trouver de l'inspiration chez d'autres constructeurs. Et ici, c'est flagrant. On a l'impression que la marque Ora a un peu pris des inspirations par-ci par-là. Moi, je vois beaucoup de New Beetle, principalement avec cette forme de phare, et aussi de Mini. Et on peut aussi retrouver un petit peu, pour ceux qui ont l'œil, quelques formes de la Porsche Macan. Et on a ici le logo de la marque Ora, qui est tout simplement un point d'exclamation. Je ne sais pas si vous avez vu Les Indestructibles, mais en tout cas, moi, ça me fait penser à ça. Sur le profil de la voiture, eh bien, on remarque que c'est déjà un petit peu plus particulier. Ça nous fait penser à moins de marques. Cependant, certains remarqueront que la forme des vitres ressemble beaucoup à la Nissan Leaf de première génération. Ensuite, pour rester sur le profil, ici, on a les roues, bien sûr, qui sont des 18 pouces, tout simplement. Pas possibilité de passer sur des jantes plus grandes ou plus petites, c'est 18 pouces ou rien. Cependant, l'arrière de cette Ora Funky Cat possède déjà beaucoup plus de personnalité et se démarque beaucoup plus des autres constructeurs avec, pour commencer, l'absence totale d'optique présente généralement ici sur les autres modèles, qui est remplacée par cette bande lumineuse ici, et là en bas vous pouvez remarquer qu'on a les clignotants puisque je viens d'activer les warnings. On remarquera tout de même l'absence d'un essuie-glace arrière ici. Ce serait un défaut sur cette voiture puisque la vitre arrière se salirait assez facilement. Quelques petites précisions sur le modèle que l'on va essayer ensemble aujourd'hui. Alors c'est la Ora Funky Cat 400 Pro Plus. C'est la version la plus haut de gamme proposée par Ora avant la finition GT qui est la finition la plus haut de gamme mais qui est à part et que l'on essayera peut-être un jour si vous le souhaitez. On retrouve sur la Ora Funky Cat deux batteries différentes, une de 49 kWh et une de 63 kWh. Notre modèle d'essai est équipé de la grosse batterie de 63 kWh qui est censée offrir une autonomie WLTP de 420 km. Cette voiture a le moteur placé sur le train avant, c'est donc une traction et elle propose 171 chevaux et 250 Nm de couple. Concernant la prise de recharge, vous pouvez voir qu'elle se trouve ici, sur l'avant gauche de la voiture. La Ora Funky Cat est capable de recharger jusqu'à 64 kW en courant continu et 11 kW en courant alternatif. 64 kW de puissance, pour moi, c'est un petit peu faible au vu de la batterie de 63 kWh. Passons maintenant au coffre de cette Ora Funky Cat. Alors, il est électrique, avec haillons, s'il vous plaît, bien entendu, vu la forme du véhicule. En termes de litres, on est à 228, ce qui n'est pas énorme dans la catégorie, sachant que la ID3 et la MG4 font beaucoup mieux avec au moins 100 litres de plus. Vous pouvez le remarquer ici, l'espace est quand même assez limité. On peut mettre facilement une valise et un sac à dos, encore un peu de place ici, mais c'est clairement le point faible de cette voiture. On retrouve cependant un double fond dans lequel vous pouvez mettre vos câbles de recharge et on retrouve également quelques éléments de sécurité. C'est toujours un plus d'avoir un rangement supplémentaire, que ce soit un frunk ou un double fond, voire les deux, pour ne pas avoir ces câbles de recharge qui traînent dans le coffre et qui font encore perdre de l'espace de rangement. Alors, concernant les places arrière, écoutez, c'est vraiment confortable. Avec mon 1,80 m, je ne touche pas le plafond. Alors, pas loin quand même, donc il n'y a pas énormément d'espace. On a bien entendu, c'est une électrique, les genoux assez hauts par rapport au siège. Ça, c'est parce que les batteries sont dans le plancher de la voiture. Le siège devant est réglé en fonction de ma position de conduite, donc vous voyez qu'il me reste encore pas mal de place. Je peux largement mettre les pieds sous les sièges. On a ici des aumônières pour le rangement, bac de contre-porte. Ensuite, la coudoir est confortable. On retrouve au niveau du coude une matière rembourrée, donc c'est bienvenu. Par contre,
Ici, c'est du plastique dur, poignée de maintien. On a aussi accoudoir avec 2 porte-gobelets. Vous remarquerez également que les vitres arrière sont teintées et elles descendent jusqu'en bas pour mettre le coude à la portière. J'en connais un qui appréciera. Et on a ici, ça c'est un peu le point noir au place arrière, une seule prise USB pour potentiellement 3 passagers. De nos jours, on aurait préféré au moins 2 prises USB. Fonctionnalité intéressante sur cette voiture, lorsque je veux ouvrir la porte, mon siège recule pour me donner plus d'espace pour sortir. Alors, vous pouvez entendre déjà des bip bip. Vous verrez plus tard sur la route que cette voiture est remplie d'aides à la conduite et de technologie qui bip sans arrêt. Ce n'est pas forcément agréable. On verra ça un peu plus tard. Alors, concernant l'avant de la voiture, moi, j'aime beaucoup. Franchement, c'est épuré. Il y a des boutons juste ce qu'il faut. Les matériaux donnent une vraie impression de premium, je trouve, dans la voiture. Regardez déjà ce magnifique sélecteur de vitesse. On se croirait chez BMW avec ces espèces d'incrustations un peu cristaux. Beaucoup de cuir et de tissu qui se marient extrêmement bien. Ici, la planche de bord est rembourrée. Ici, l'accoudoir est confortable, mais malheureusement, on ne peut pas l'avancer, donc sa place est fixe. On a des sièges, bien sûr, avec réglage électrique, en avant, en arrière. Ils sont également ventilés et chauffants sur cette finition. Contrairement à l'arrière, ici, c'est rembourré. On a des boutons physiques ici pour tout ce qui est climatisation. Vous pouvez allumer, éteindre la climatisation, activer le désembuage de la lunette avant ou de la lunette arrière juste en appuyant sur les boutons. Ça, c'est vraiment bienvenu. On a ici 2 ports USB, un pour connecter à la voiture, un autre dédié à la recharge, une prise 12 volts, 2 porte-gobelets. Ici, on a un chargeur à induction et du rangement dans l'accoudoir, bien sûr, comme toujours. Une boîte à gants qui s'ouvre avec beaucoup de délicatesse. On a ensuite, pour changer les modes de conduite, un placement un petit peu particulier, pas visible du tout en fonction du volant, qui est ici. Vous allez remarquer que lorsque je change de mode de conduite, vous allez avoir un bruit. Mode normal. Mode sport, un peu particulier, on dirait un coup de fusil à pompe plus qu'un bruit de moteur. Et mode éco, des petites bulles, c'est agréable. Une fois qu'on sait où c'est, on le change facilement, mais c'est pas extrêmement pratique. On a aussi, pour les amateurs, porte-lunettes. Dans cette finition, je suis équipé du toit panoramique, qui s'ouvre également. On a les boutons ici pour fermer le volet et ouvrir le toit ouvrant. Ensuite, côté sellerie, moi je suis vraiment très confortable dans cette voiture. Un mélange de cuir, de tissu avec des surpiqûres bleues. La partie tissu est restreinte à là où notre peau touche le siège, ce qui est bien pensé. Pour ceux qui roulent avec des voitures en cuir, vous savez de quoi je parle. C'est confortable, on a un bon maintien, on trouve facilement sa position de conduite. La voiture étant assez haute quand même, 1,60 m, on a une position bien dominante par rapport à la route. On a ici 2 écrans de 10,25 pouces, les 2 écrans sont identiques. Un lié à tout ce qui est information de conduite et l'autre tout ce qui est réglage infodivertissement. L'écran d'instrumentation, contrairement à chez MG, est simple et très lisible. On a des informations qui sont bien disposées, l'autonomie, la vitesse à laquelle on roule, la récupération quand on est au volant, le mode de conduite dans lequel on est, c'est clair et lisible, c'est agréable. Vous avez peut-être remarqué quelque chose qui dénote un peu dans la voiture et c'est ce système ici qui s'appelle le DMS, le Driver Monitoring System, qui est en fait une caméra qui va analyser le conducteur, son niveau de fatigue, son niveau d'attention sur la route et qui va fréquemment le rappeler à l'ordre. Alors c'est particulièrement agaçant quand on roule. C'est un point à prendre en compte tout de même d'avoir ce genre de choses dans la voiture. Tout le monde n'a pas envie d'être filmé H24. Sachez que dans les Tesla c'est aussi le cas, hein. Il y a une caméra qui est cette fois placée à peu près ici dans une Tesla et qui va filmer constamment l'habitacle de la voiture. Alors bien sûr ces données ne sont jamais censées sortir du véhicule, mais voilà. Je vous laisse juge de ce genre de fonctionnalité. Quelque chose de tout de même pertinent et je trouve pratique avec cet outil présent dans la voiture, c'est que ce système va en fait reconnaître le visage de la personne qui s'installe au volant pour définir ses réglages de position de conduite. Et ça, c'est la première fois que j'en entends parler. Un dernier point à mentionner dans cette voiture, même si je trouve que c'est toujours une fonctionnalité assez gadget, c'est son assistant vocal, qui est extrêmement performant et on peut lui demander des choses que je ne savais pas possibles dans une voiture. Par exemple, « Hello Aura ». Je vous écoute. Peux-tu baisser la fenêtre côté conducteur? En train d'ouvrir.
Impressionnant, non? Concernant l'écran de gestion des paramètres et de l'infodivertissement. Alors, on a ici un GPS, bien entendu, mais ce n'est encore une fois pas un planificateur. Pour ça, vous allez devoir utiliser des applications tierces comme ChargeMap ou ABRP. Sachant que cette voiture n'est pas équipée d'Apple CarPlay ou d'Android Auto. Cela devrait venir dans une mise à jour ultérieure, mais ça fait déjà bientôt 1 an que la voiture est disponible sur le marché allemand et anglais. Et cette mise à jour n'est toujours pas arrivée, c'est quand même quelque chose de primordial, je trouve. Ensuite, on a ici les réglages de la voiture. Donc on a tout un tas de réglages. C'est très poussé, c'est justement un point fort de cette voiture, je trouve, mais peut-être un peu trop. Pour commencer, on a la surveillance en cabine. Alors ça, c'est ce dont je vous parlais avant, ici, le DMS, qui est donc une surveillance de la distraction, une surveillance de la fatigue, une surveillance des comportements dangereux. Alors, si vous souhaitez conduire sans, vous verrez après qu'il vaut mieux conduire sans, vous devez à chaque redémarrage de la voiture le désactiver. Pour cela, vous devez appuyer ici et vous devez ensuite attendre 3 secondes, de devoir confirmer en appuyant sur le bouton. Vous imaginez à chaque fois que vous entrez dans la voiture de devoir aller dans les réglages et de devoir attendre 3 secondes pour désactiver quelque chose d'extrêmement envahissant. C'est plutôt embêtant. On a ensuite la possibilité d'activer ou désactiver le chargeur sans fil et les sièges conducteurs. Ici, on a tout un tas de pré-réglages. On a ensuite, concernant l'extérieur, tout un tas de choses, des modes de déverrouillage. On peut même paramétrer le verrouillage automatique du véhicule une fois passé une certaine vitesse. Vous voyez, c'est particulièrement poussé, les réglages qu'on peut faire. Éclairage, voilà, je vous laisse regarder un peu ce que vous pouvez faire. Ici, on retrouve le niveau de valorisation énergétique, qui est le frein régénératif. Comme sur la plupart des voitures électriques chinoises, le frein régénératif est extrêmement peu marqué, extrêmement faible, et donc, même en fort, il est difficilement remarquable et vous avez une certaine sensation de roue libre. Vous avez ici le mode Eco Plus, donc c'est un mode éco qui va limiter la clim, la consommation des différents appareils de la voiture. Vous avez ici la possibilité d'activer le mode pédale unique, qui va donc désactiver ici le niveau de frein régénératif. Le frein régénératif est toujours peu marqué, mais une fois passé sous les 15, le frein régénératif va être plus fort. Donc c'est assez difficile à doser. Vous allez quand même devoir fréquemment, pour arriver à l'arrêt là où vous le souhaitez, appuyer sur la pédale de frein. Et vous avez ensuite, là en bas, la direction assistée avec léger, confort et sport. Ça aussi, encore une fois, c'est un point faible pour moi sur les voitures chinoises. La rigidité du volant est extrêmement faible. Même en mode sport, je trouve le volant encore trop mou. On a ensuite tout un tas d'aides au stationnement avec une caméra 360 degrés extrêmement poussée. Vous allez pouvoir voir ça. Si on va sur la caméra 360 degrés autour, on peut choisir en cliquant ici sur les différentes vues du véhicule. On a, enfin voilà, c'est extrêmement poussé, extrêmement bien fait. On a ensuite accès au système de freinage d'urgence, sensibilité de la détection pré-collision, caméra de recul, surveillance des angles morts, assistant en maintien. Enfin voilà, vous avez vraiment, pour ceux qui aiment se plonger dans leur voiture et modifier les différents réglages pour arriver à un véhicule personnalisé qui correspond parfaitement à leurs attentes, je pense que sur cette Aura Funky Cat, vous avez de quoi faire. Voilà, écoutez, je crois qu'on a tout vu, c'est le moment d'aller faire un tour sur la route. On est prêt à partir au volant de cette Aura Funky Cat. Alors, il y avait déjà beaucoup de choses à dire avant, et croyez-moi, c'est pas fini, puisque maintenant, on passe sur la conduite. La voiture est keyless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'utiliser la clé pour démarrer la voiture et rouler. On appuie seulement sur la pédale de frein, on met drive, et on peut partir. Vous remarquerez qu'il y a tout un écosystème de petits bruits, de réglages en fonction de ce qu'on modifie dans la voiture. Ça peut plaire à certaines personnes, déplaire à d'autres. Personnellement, j'y suis assez indifférent, mais je pense que sur le long terme, ça peut être assez embêtant. On a devant nous une belle ligne droite pour pouvoir essayer un petit 0 à 100 et un petit freinage d'urgence. Alors pour cela, je vais passer en mode sport. 3, 2, 1. Voilà, ça patine. Ça a un peu de mal à trouver de l'adhérence, hein. On est à 80, 100. Et pour le freinage d'urgence, voilà, ça freine bien. L'ABS s'enclenche assez rapidement. On a aussi tout de suite les warnings qui s'enclenchent quand on fait un freinage d'urgence. Comme encore une fois, beaucoup d'électrique, c'est assez on-off. C'est-à-dire quand on appuie dessus, on a du mal à doser correctement la pédale de frein. On a une toute petite plage pour freiner doucement et après, d'un coup, ça freine fort. Alors ici, vous pouvez remarquer que je roule sur une route, on va dire, sans marquage au sol, et la voiture étant complètement perdue, n'arrête pas de me mettre des notifications, avec des petits coups dans le volant pour vouloir nous recentrer, sauf que
on est déjà centré, en fait, c'est ça le problème. Je laisse pour le moment toutes les aides à la conduite pour que vous ayez une idée un peu d'à quel point cela peut être intrusif, mais bien sûr, vous pouvez les désactiver. On sent quand même qu'on a assez régulièrement des interventions dans les aides à la conduite. Voilà, là j'ai voulu mordre un tout petit peu la ligne. Tout de suite, ça bip et ça redresse la voiture en mettant un petit coup de volant. Pour des conducteurs européens, c'est généralement trop envahissant. Alors en ville, cette voiture se débrouille très bien. La voiture est agréable, assez silencieuse, même si on entend un petit peu le moteur travailler. Elle est facile à manier de par sa rigidité de volant. On a une très bonne visibilité. Les vitres sur les côtés sont extrêmement grandes, donc on voit très bien. Le pare-choc, lui, n'est pas gigantesque, mais le capot plongeant donne une très bonne visibilité, une très bonne notion de la route, d'où est-ce qu'elle se place. Le fait que ce modèle soit équipé du frein régénératif, ça, bien sûr, pour évoluer en ville, c'est vraiment un vrai plus quand on roule en voiture électrique. Après, il est assez difficile à doser. J'ai du mal à savoir, en fait, quand lâcher la pédale pour m'arrêter à tel endroit. Déjà, quand on lâche la pédale, on a un petit décalage d'1 seconde entre le moment où on lâche la pédale et le moment où la voiture commence à freiner. Ensuite, la voiture a des suspensions qui sont agréables, assez molles. On sent les différentes aspérités de la route, mais voilà, ça ne pénètre pas trop dans la conduite. Là, je vais avoir un dos d'âne, attention. Hop là, on descend. Voilà. Ensuite, niveau bruit de mobilier, alors bien sûr la voiture a 2050 km, mais il n'y a pas de problème de ce côté-là, la voiture est bien finie. Ensuite, je trouve que l'écran d'instrumentation est particulièrement bien fait. C'est très lisible, on a une très bonne notion de sa vitesse et de sa consommation. Nous voilà sur route départementale et en termes de plaisir de conduite, certes cette voiture est agréable à conduire, mais elle n'apporte pas un réel plaisir de conduite, un réel agrément de conduite, en tout cas dynamique. Elle n'est pas très performante, 0 à 100 en 8,3 secondes, ce qui est correct, mais pour de l'électrique, ça reste très raisonnable. Et en termes de tenue de route, c'est pas parfait. Déjà, je pense que les pneus n'aident pas beaucoup, on a un gros manque d'adhérence lors d'accélération. Et la voiture est un peu pâteau, elle penche un peu, on sent qu'elle a un centre de gravité qui est pas extrêmement optimisé. Ce n'est malheureusement pas une voiture à envisager si vous voulez avoir une conduite dynamique le week-end par exemple, car la voiture n'est clairement pas pensée pour ça. Mieux vaut partir dans ce genre de cas sur une MG4 qui déjà est une propulsion, a une meilleure tenue de route, un meilleur centre de gravité, et également un petit peu plus de performance. Quand on est comme ça à des vitesses un peu plus élevées, autour des 80 km/h et au-dessus de 100, ce sera encore plus prononcé, on a beaucoup de bruit d'air qui vient des deux rétros qui sont vraiment énormes sur cette voiture, qui sont très gros. Ça me fait penser au rétroviseur de Mini. Petite accélération, on s'insère sur l'autoroute. Concernant le régulateur adaptatif, vous avez ici, sous le commodo des clignotants, un petit commodo. Vous allez tirer ce commodo vers vous et vous allez avoir une voix qui va vous dire quelque chose. Écoutez. ACC activé, veuillez rester attentif. Et ça, à chaque fois que vous allez activer le régulateur. Si maintenant je le désactive, hop, je viens de le désactiver en poussant le commodo. Si je le retire vers moi. ACC activé, veuillez rester attentif. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez intrusif dans la conduite. Je veux dire, on sait qu'on l'a activé puisqu'on vient de le demander et on n'a pas besoin de nous dire de rester attentif. Et ça résume assez bien les aides à la conduite de cette voiture qui sont trop présentes, on n'a pas besoin de nous le dire, et énervantes dans le sens où ils vont constamment nous rappeler à l'ordre. Ensuite, je ne trouve pas le moyen d'aller au-dessus de 120 km/h au régulateur de vitesse adaptatif, ce qui est déjà assez particulier puisque la vitesse maximale de cette voiture est de 160 km/h. Et voilà, et quand on roule à 120, il me dit vitesse trop élevée, veuillez réduire la vitesse, alors que je suis sur une voie à 130 km/h. Donc je ne peux pas rouler à la vitesse que je souhaite avec le régulateur et lui-même me dit que je roule trop vite alors que c'est pas vrai. En tout cas, le côté adaptatif du régulateur fonctionne bien. La voiture s'adapte à la vitesse du véhicule en face. Le freinage pour adapter la vitesse est lisse. On sent pas d'à-coups comme ça peut être le cas sur la MG4.
Ensuite, à 130 km/h, les bruits d'air, comme je le disais précédemment, sont très présents au niveau des rétroviseurs. Les bruits de roulement sont quant à eux très bien contenus. Là, je roule sur un revêtement plutôt bon et les bruits de roulement sont très corrects. Profitons d'être sur autoroute pour faire un petit point consommation. Alors actuellement, je roule à 120 km/h compteur avec le régulateur adaptatif qui ne va pas plus haut et je suis autour des 20 kW de puissance, donc 20 kWh au 100 km. Pour vous donner une idée de la consommation de cette voiture, elle a actuellement 2111 km au compteur et elle a 17,9 kWh au 100 km de moyenne, ce qui en fait une voiture plutôt efficiente, il faut le dire. On se retrouve là maintenant pour parler des tarifs et malheureusement, ce n'est pas le point fort de cette Aura Funky Cat. L'Aura Funky Cat avec sa petite batterie débuterait à partir de 35 000 €. Je ne sais pas si c'est bonus déduit ou non, c'est le prix qui m'a été donné par la concession allemande qui m'a prêté la voiture. Je ne sais pas non plus si ce sera le prix proposé sur le marché français, mais la version que j'ai essayée aujourd'hui, donc l'Aura Funky Cat 400 Pro Plus avec la grosse batterie de 63 kWh, elle est vendue à 43 590 € et là le prix est tout de suite moins intéressant. Si on la compare un peu à d'autres modèles, 43 590 € c'est plus cher qu'une Tesla Model 3 hors bonus, qui débute à partir de 42 000 €, et 35 000 € c'est à peu près ce que vaut la MG4. Ça rend malheureusement cette Aura Funky Cat moins intéressante et plus difficile à faire entrer sur le marché français. Il faudra refaire un point quand on aura les vrais tarifs en France, avec les bonus déduits ou non, sachant également que cette voiture est une voiture chinoise, donc le bonus risque de lui être enlevé. Surtout que lorsqu'une marque inconnue en France, en Allemagne et en Angleterre comme Aura débarque, il faut qu'elle ait quelque chose d'irrésistible pour fonctionner, que ce soit son prix ou ses prestations. Niveau prestations, c'est très correct, mais la concurrence est rude. Et niveau prix, il faudra la comparer à la concurrence lorsqu'elle arrivera sur le marché français. Voilà, c'est tout pour moi et cette Aura Funky Cat pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce que vous avez pensé de cette voiture chinoise dans les commentaires, on est impatient d'entendre vos avis. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre en n'oubliant évidemment pas de cocher les notifications et à laisser un pouce en l'air, ça nous fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt sur Automobile Propre.